Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée au développement limité. F est défini sur un intervalle I de ce type-là, ou de ce type-là, ou de ce type-là quand A appartient à R. Et si A est égal à plus l'infini sur un intervalle de ce type, et si A est égal à moins l'infini sur un intervalle de ce type. Si A appartient à R, on note V de A, l'ensemble des intervalles comme ça, V de plus l'infini, l'ensemble des intervalles comme ça, V de moins l'infini, l'ensemble des intervalles comme ça. On a déjà utilisé ça dans la leçon consacrée à la continuité et à la dérivabilité. Alors ce ne sont pas tous les, au sens topologique, ce ne sont pas tous les voisinages de A, mais on parlera de voisinage de A. Mais ce sont pas tous les voisinages ne sont pas de cette forme. On rappelle que si V, W appartiennent à V de A, V inter W aussi, et que si V appartient à V de A, I inter V est du même type que I. Fonction négligeable, Fg, donc de I vers R, A appartient à R bar. Alors A peut appartenir à R bar dans tout le début de cette leçon, c'est-à-dire quand on va voir les fonctions négligeables et les fonctions équivalentes. Après, quand on va parler de développement limité, A appartiendra à R. On dit que f de x est négligeable devant g de x au voisinage de A, ou que f est négligeable devant g au voisinage de A, c'est quel que soit epsilon positif, il existe v appartenant à v de A, tel que si x appartient à v inter i moins A, alors valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à epsilon, valeur absolue de g de x. Notation comme ça ou comme ça. On a l'équivalence, f est négligeable devant g en A, si et seulement s'il existe V appartenant à V de A et une fonction U définie sur V inter I moins A dans R, telle que limite de U en A est égale à 0, et si X appartient à ça, F de X égale G de X U de X. Démonstration, dans ce sens-là, pour epsilon égale 1, il y a un voisinage tel que l'on est ça, et on voit que si G de X est égal à 0, alors F de X est égal à 0. On définit la fonction U là-dessus, par f de x sur g de x si g de x est différent de 0, et 0 si g de x est égal à 0. Quel que soit epsilon positif, il existe, je réexprime que f est négligeable devant g. Il existe v tel que l'on est ça, et je prends w égale v inter v0 qui appartient à v de a. Si x appartient à w inter i moins a, ben, j'ai tout ce que j'ai dit avant qui est vrai, et donc j'aurai valeur absolue de u de x inférieure ou égale à epsilon. Pourquoi ? Il y a deux cas. Si g de x est différent de 0, eh bien, comme u de x c'est f de x sur g de x, à partir de là, je vais passer g de x de l'autre côté, j'ai bien u de x en valeur absolue inférieure à epsilon. Si g de x est égal à 0, u de x est égal à 0. Bon, c'est vrai aussi. Donc la limite de u est égale à 0. En A. Et si x appartient à w inter i moins a, f de x égale g de x, u de x. En effet, c'est vrai si g de x est différent de 0, en faisant passer de l'autre côté. Et si g de x est égal à 0, j'ai vu que f de x était égal à 0, donc ça reste vrai. D'où le résultat. Et réciproquement, s'il existe v et une fonction vérifiant ça, eh bien, comme la limite de u en A est égale à 0, quel que soit epsilon positif, il existe w appartenant à v de A, et là je le choisis inclus dans v, tel que x appartient à w inter i moins A, implique que valeur absolue de u de x est inférieure ou égale à epsilon. Donc à ce moment-là, je vais avoir, comme on a ça, et que ça c'est plus petit que epsilon, je vais avoir ça, et donc f est négligeable devant g. Propriété, si j'ai quatre fonctions telles que f1 est négligeable devant g1, f2 devant g2 en A, alors f1 et f2 est négligeable devant g1, g2 en A. Démonstration, pour epsilon positif, il existe v appartenant à v de A, tel que x appartient à ça, implique ça. Et pour l'autre, donc là j'ai exprimé ça. Maintenant je peux exprimer ça en prenant epsilon égale 1, et je veux dire qu'il existe w que je choisis inclus dans v, tel que si on a ça, alors on a ça. Et puis là je multiplie les deux et j'obtiens f1 f2 de x inférieur ou égal à epsilon g1 g2 de x en valeur absolue des deux côtés. Et donc j'ai bien f1 f2 qui est négligeable devant g1 g2. Très important le truc à la fin là. Si n et m sont deux entiers naturels, que a appartient à R cette fois-ci, f, la fonction qui est à x appartenant à R, associe x moins a à la puissance n, g, la fonction qui est à x appartenant à R, associe x moins a à la puissance m, alors n supérieur à m implique que f est négligeable devant g en A. Donc si vous voulez, ça peut s'écrire comme ça, n supérieur à m implique cette fonction-là est négligeable devant cela. Démonstration. Moi, je prends un intervalle qui entoure A,
et je dis que si x appartient à v, v inter i-a, mais enfin là le r c'est a, c'est le i c'est r. F de x est égal à g de x u de x. Voilà. F de x, c'est-à-dire x moins a à la puissance n, c'est x moins a puissance n multiplié par u de x, où u de x c'est x moins a à la puissance n moins m. Seulement mon n est supérieur à m, donc n moins m, c'est un entier supérieur à 0, et donc il tend vers 0 quand x tend vers a. Donc j'utilise l'équivalence que j'avais démontrée avant, là, et j'en déduis que f est négligeable devant g au voisinage de a. Et donc l'on a ça. F, G, H, trois fonctions de I vers R. Si f, alors si au voisinage de a, f est négligeable devant g et lambda appartient à R, alors lambda f est négligeable devant g. Si f est négligeable devant g et que lambda est différent de 0, f est négligeable devant lambda g. Si h est borné sur un voisinage de a, inter-i bien sûr, et que f est négligeable devant g, alors hf est négligeable devant g. Et si f est négligeable devant h et g est négligeable devant h, alors f plus g aussi. Donc on exprime là que f est négligeable devant g. Dans le premier, on multiplie par lambda. Et comme la limite de lambda u égale 0, on a le résultat. Et dans le deuxième, c'est pareil, sauf que c'est u sur lambda. Dans le troisième, on a un voisinage tel que c'est borné, donc. Et on sait que on a aussi ça. Bah non, parce que oui, alors on a choisi inclus dans V. Alors, on a aussi ça, donc quand on multiplie par h, on va avoir ça. D'accord? Ce qui fait V de x, G de x, V égale HU. Bon, valeur absolue de V de x, qui est égale à la valeur absolue de h de x, valeur absolue de u de x, c'est inférieur ou égal à k valeur absolue de u de x, et limite de u est égale à 0 en a, donc limite de ku aussi, donc limite de v, et donc le résultat. Et pour le 4, ben on exprime que f et g sont négligeables devant h. On prend ce voisinage-là, et sur ce voisinage-là, on a ça. Et évidemment, limite de u plus v, c'est limite de u plus limite de v égale 0 plus 0 égale 0 la tête à tout, donc f plus g est négligeable devant h. En A. Remarque, si on a toutes ces fonctions-là, on écrira f de x égale g de x plus négligeable devant h de x pour signifier f de x moins g de x égale négligeable devant h de x. On écrira même f égale g plus négligeable devant h. On écrira ça, qui signifie en fait que si f est, est une fonction négligeable devant h, et g aussi négligeable devant h, d'après ce qu'on a vu avant, f plus g négligeable devant h. Par exemple, f, on écrira des choses comme ça, f est négligeable devant f est égal à g plus négligeable devant h, donc ça veut dire f moins g négligeable devant h. f1 égale g1 plus négligeable devant h, ça veut dire f1 moins g1 égale négligeable devant h. Eh bien f plus f1 est égal à g plus g1 plus négligeable devant h. D'accord? Alors ça, on pourrait l'écrire, par exemple, ça nous arrivera, de remplacer f par g plus négligeable devant h, f1 par g1 plus négligeable devant h, et comme ces deux négligeables ensemble font un négligeable, on obtient ça. Ce qui est vrai, hein, parce qu'on a vu que on avait effectivement, on a vu que f plus oui, parce que là, ça nous fait f moins g négligeable devant h, f1 moins g1 négligeable devant h. Donc quand on les additionne, ça fait f, ou quand on les soustrait plutôt, donc quand on les additionne, ça nous fait f plus f1 moins plus g1 égale négligeable devant h. Donc ça fait bien ça. Hein. On écrit aussi ça, qui signifie que si f est négligeable devant g, et que f1 est négligeable devant g1, et bien f fois f1 est négligeable devant g fois g1. Si f et g sont deux fonctions de I vers R, et que sur un voisinage g de x ne s'annule pas, alors dire ça, ça équivaut à dire que limite de f sur g est égale à 0. En effet, on suppose d'abord que ça.
Donc, quel que soit epsilon positif, il existe, là j'exprime, ouais c'est ça, j'exprime qu'on a ça. D'accord? Et donc, sur ce voisinage V0 inter V, ce V0 c'est sur lui sur lequel il ne s'annule pas, eh bien je vais avoir f de x aussi qui est inférieur ou égal en module, en valeur absolue, à epsilon g de x. Mais là je suis sûr que comme g de x est différent de 0, je peux passer de l'autre côté. D'accord? Et donc ça me fait ça. D'accord? Et donc limite de f sur g est égale à 0. Et inversement, si la limite de f sur g est égale à 0, j'ai ça. Donc je fais passer de l'autre côté et j'ai tout de suite f qui est négligeable devant g. Enfin, un exemple de fonction négligeable sur 0 plus l'infini. ln de x est négligeable devant 1 sur x puissance alpha, parce que 1 sur x puissance alpha ne s'annule pas en dehors de 0, enfin il ne s'annule pas d'ailleurs. Et ln de x sur 1 sur x puissance alpha égale x puissance alpha ln de x. Et comme alpha est positif, eh bien ça tend vers 0. Donc j'ai bien ça. D'accord? Cosinus x moins 1 est négligeable devant x. En effet, si x est différent de 0, quand je fais ça, ça fait bien cosinus moins 1 sur x. Eh bien, je reconnais la dérivée du cosinus, c'est-à-dire moins sinus. Et moins sinus 0, ça fait 0. Donc la limite de cosinus x moins 1 sur x est égale à 0. Et donc j'ai bien ça. D'accord? On écrira en fait, au lieu d'écrire ça, on écrit souvent cosinus égale 1 plus négligeable devant x. FGH, trois fonctions de I vers R, F négligeable devant G, G devant H, alors F devant H. Démonstration pour epsilon égale 1, il y a un voisinage tel que pour x appartient à V de I, V inter I moins A, on a ça. Et donc, et si epsilon est positif, il existe W appartenant à V de A tel que x appartient à W inter I moins A implique que f de x inférieur ou égal à epsilon g de x. Oui. Là, j'ai utilisé le fait que g était négligeable devant h, et là, le fait que f est négligeable devant g. Là, j'ai pris un epsilon particulier. Si x appartient à V inter W inter I moins A, eh bien, je vais avoir les deux à la fois. Donc f de x inférieur ou égal à epsilon g de x, mais g est inférieur ou égal à ça. Donc je vais obtenir ça, c'est-à-dire epsilon h de x, d'où f est négligeable devant h. Si alpha et bêta appartiennent à R et que alpha est supérieur à bêta, x puissance alpha est négligeable devant x puissance bêta en 0, car x puissance alpha sur x puissance bêta égale x puissance alpha moins bêta, et que alpha moins bêta est positif, donc sa limite en 0 est égale à 0. On avait fait ça déjà avec petit m entier naturel, petit m entier naturel et n supérieur à n. Avec les suites, on dit que la suite U est négligeable devant la suite V si quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la valeur absolue de Un est inférieure ou égale à epsilon valeur absolue de Vn. On a U négligeable devant V si et seulement s'il existe une suite Wn telle que de limite 0 et telle qu'à partir d'un certain rang, Un est égal à Vn multiplié par Wn. Démonstration identique à celle qu'on a faite sur les fonctions. Si epsilon est égal à 1, on a ça. Et donc on voit que Vn égale 0 implique Un égale 0. Soit W, la suite définie par Wn égale Un sur Vn si Vn est différent de 0 et 0 sinon. Pour epsilon positif, il existe N2 tel que N supérieur ou égal à N2 implique que Un est inférieur ou égal à epsilon Vn. Ça, c'est parce que U est négligeable devant V. Pour n supérieur ou égal au 2, eh bien, je vais avoir Wn qui sera égal à, enfin, valeur absolue de Wn qui sera égale à valeur absolue de Un sur valeur absolue de Vn. Alors ça marche parce que si valeur absolue de Vn est différente de 0, bon, bah, c'est bon, et si elle est égale à 0, ça fera 0. Donc sa limite à W sera égale à 0, et de plus, pour n supérieur ou égal au 2, j'ai Un qui est égal à Vn fois Wn. D'accord? Parce que si Wn est nul,
Non, parce que si Vn est nul, Wn est nul et Un est nul, on l'a déjà vu. D'accord? Pour n supérieur ou égal à n1. Voilà. Donc, donc c'est terminé. J'ai bien le résultat. Inversement, réciproquement, s'il existe une suite telle que ça, limite de W est égale à 0, donc quel que soit epsilon positif, j'ai ça. Donc pour n supérieur ou égal à sub de n et de n', je vais avoir ça qui est inférieur ou égal à ça, donc U est négligeable devant V. On a les mêmes résultats avec trois suites. S'il existe un rang à partir duquel Vn est différent de 0, alors U est négligeable devant V, si et seulement si limite de Un sur Vn est égale à 0. Si U est négligeable devant V et que V est négligeable devant W, U est négligeable devant W. Je vais commencer par la deuxième. Il existe N1 tel que l'on a ça. Et ben en fait c'est exactement la même que celle-là d'ailleurs. Et il existe N2 tel que l'on a ça, et pour N supérieur ou égal à 2, bon, on a les deux à la fois, donc ça. Alors pour la petite 1, dans ce sens-là, si U est négligeable devant V, eh bien on a ça, et pour N supérieur ou égal à N et N1, ben oui, parce qu'on avait supposé le N c'est celui-là, d'accord? Eh bien, comme Vn est différent de 0, on peut diviser, et donc on a ça. Et donc on a la limite de Un sur Vn qui est égale à 0. Et réciproquement, bah, si la limite de Un sur Vn est égale à 0, ça veut dire qu'on a ça. Et donc on a ça. Et donc ça veut dire que U est négligeable devant V. On a ces suites. Si U est négligeable devant U' et V devant V', UV est négligeable devant U', V'. Si U est négligeable devant V, lambda appartient à R, lambda U est négligeable devant V. Si U est négligeable devant V, lambda différent de 0, alors U est négligeable devant lambda V. Si U est négligeable devant V et W borné, UW est négligeable devant V. Si U est négligeable devant W et V aussi, U plus V est négligeable devant W. Démonstration identique, hein. Il existe un rang à partir duquel on a ça, et pour epsilon positif, un rang à partir duquel on a ça. Et donc pour n supérieur ou égal à n1, n2, on a ça. Pour le petit 2, il y a un rang à partir duquel on a ça. Alors là, c'est quand lambda est différent de 0. À ce moment-là, j'obtiens ça. Mais ça reste vrai si lambda est égal à 0. D'accord? Donc en fait, j'ai toujours la valeur absolue de lambda un inférieure ou égale à epsilon vn. Donc ça veut dire que lambda u est négligeable devant v. Petit 3, epsilon positif, il existe un rang à partir duquel on a ça. À partir duquel on a ça. C'est-à-dire comme epsilon, j'ai pris epsilon lambda u et epsilon module de lambda. Donc à ce moment-là, ça fait ça. Et donc ça veut dire que U est négligeable devant lambda Vn, tout simplement. Voilà. Petit 4, W est borné, donc on a ça avec un lambda qui est positif. U est négligeable devant V, donc il existe un rang à partir duquel on a ça. Voilà. Et donc en fait, je me retrouve avec ça. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à epsilon Vn parce que celui-là est inférieur ou égal à la valeur absolue de lambda. Donc UW est bien négligeable devant V. Le petit 5, celui-ci, bon, on a un rang à partir, on exprime que U est négligeable devant W et que V est négligeable devant W. Donc ça s'exprime comme ça. Pour n supérieur ou égal à sub de n à n2, j'ai ça. Donc je vous laisse vérifier. Et c'est bon. Fg, eh bien F est négligeable devant G, implique F puissance n est négligeable devant G puissance n. Bon, ça vient du fait que si F est négligeable devant F' et G est négligeable devant G', le produit Fg est négligeable devant le produit F'G'. Donc c'est vrai à l'ordre 1 par hypothèse. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n supérieur ou égal à 1. J'ai ça et j'ai ça. Donc j'ai ça, donc j'ai ça. Donc c'est héréditaire, donc toujours vrai par le théorème de récurrence.
On a donc évidemment la même chose avec les suites, puisqu'on avait déjà, si U est négligeable devant V, U' et V devant V', alors UV est négligeable devant U'V', et bien là, si N appartient à N, étoile. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis, hop, étoile. Alors, U puissance N est négligeable devant Vn, et la démonstration, c'est exactement la même. Définition de fonction fg de i vers r, on dit que f de x est équivalent à g de x au voisinage de a, ou que f est équivalent à g au voisinage de a, si f moins g est négligeable devant g. Notation comme ça. On a à ce moment-là f équivalent à g si et seulement s'il existe un voisinage de a, une fonction epsilon définie sur v inter i moins a, limite de epsilon est égale à 0 en a, et tel que x appartient à v inter i moins a, implique f de x égale g de x facteur de 1 plus epsilon de x. Ce qui équivaut évidemment à dire qu'il existe une fonction u de limite 1 en a, telle que f de x égale g de x u de x sur ça. Démonstration, eh bien si f est équivalent à g, on sait qu'il y a ça, puisque f moins g est négligeable devant g. Et ça nous fait tout de suite ça. La réciproque était évidente, c'est-à-dire que si on a ça, ben on a tout de suite f moins g qui est négligeable devant g. Et l'équivalence entre ces deux-là, ben c'est évident, il suffit de poser u de x égale 1 plus epsilon de x, ou epsilon de x égale u de x moins 1. Voilà. Et donc, évidemment, dire que limite de u est égale à 1, ça équivaut à dire que limite de epsilon est égale à 0. En A. F, g de i vers a, on suppose que sur un intervalle g de x est différent de 0, alors f est équivalent à g en a, si et seulement si la limite de f de x sur g de x est égale à 1 en a. Démonstration, il existe donc ça, d'accord, j'exprime que f est équivalent à g. D'accord. Et donc, si je divise, alors je peux diviser parce que j'ai pris W inclus dans V0, eh bien, je vais avoir U de X qui tend vers 1. Donc, c'est bon, la limite est bien égale à 1. Et réciproquement, je vais poser évidemment U de X qui est égal à F de X sur G de X. Donc, comme j'ai F de X égale G de X, U de X, je vais avoir, alors ça je peux sur V0, je vais avoir U de x égale f de x sur g de x qui tend vers 1 par hypothèse, donc j'ai bien f est équivalent à g en a. Si f et g, si f est équivalent à g en a, f et g ont le même signe sur un voisinage de a, bon c'est évident, j'exprime l'équivalence et je remarque que si la limite de u en a est égale à 1, ça veut dire que u est positif sur un voisinage W que je choisis inclus dans V de A. Et donc à ce moment-là, là ça c'est positif, donc je vois bien que G et F ont le même signe. Si F, G, F', G' sont quatre fonctions de I vers R, que F est équivalent à F' et G est équivalent à G', alors Fg est équivalent à F', G', démonstration, eh bien j'exprime l'équivalence, celle-là, et puis maintenant j'exprime l'autre équivalence en choisissant W inclus dans V. D'accord? Donc si x appartient à W inter i moins a, j'ai à la fois f de x égale f' de x u de x et g de x égale v de x g' de x. Donc je vais avoir fg de x égale f' g' de x fois uv de x. Et la limite de uv en a, c'est la limite de u en a fois la limite de v en a, donc 1 fois 1 égale 1. Donc j'ai bien fg qui est équivalent à f' g' en a. Fg est deux fonctions définies sur i à valeur dans R, f équivalent à g au voisinage de A. Je rappelle que l'intervalle i est ouvert, il contient A ou bien c'est un intervalle ouvert de borne A. D'accord? Ça, c'est les conditions qu'on a dans tout ce chapitre quand on parle de développement limité, quand on parle aussi de fonctions équivalentes et de fonctions négligeables. N appartenant à n étoile implique que f puissance n est équivalent à g puissance n au voisinage de A. C'est vrai pour n égale 1 sur les hypothèses.
On suppose ça, on sait qu'on a ça, on sait qu'on peut multiplier, donc c'est héréditaire. C'est une relation d'équivalence sur l'ensemble des fonctions de I vers R. Bon, bah, f est équivalent à f puisque f est égal à f fois 1. Je laisse lire. Si f est équivalent à g, on peut trouver ça. La limite étant égale à 1, on va trouver un intervalle, on va trouver un voisinage qu'on choisit dans V tel que u de x ne s'annule pas. Et comme ça, si x appartient à w inter i moins a, on a aussi g de x égale f de x fois v de x avec v de x égale 1 sur u de x. Parce que comme ça, comme là ça ne s'annule pas, je peux diviser par u. Voilà. Alors la limite de v, bah, c'est 1 sur 1, donc g est bien équivalent à f. Pour la transitivité, c'est encore plus simple. J'exprime ici que f est équivalent à g et que g est équivalent à h et je choisis w inclus dans v et du coup si x appartient à w inter i moins a, j'ai ça et donc je vais avoir ça avec limite de uv qui est égale à la limite de u fois limite de v, donc ça fait 1 et donc transitivité et donc relation d'équivalence. Si j'ai f équivalent à g en a, et si de plus il existe un voisinage de A tel que si x appartient à V inter i moins A, g de x est différent de 0, on va avoir 1 sur f équivalent à 1 sur g. Bon, mais bon, encore faut-il que 1 sur f existe. Alors il va exister sur un voisinage de A parce que on va d'abord montrer qu'il existe W appartenant à V de A, qu'on peut choisir inclus dans V, tel que si x appartient à W inter i moins A, alors f de x est différent de 0. En effet, on a ça, donc, d'accord, ça c'est f est équivalent à g, et comme la limite de u est égale à 1, on peut choisir w, on choisit inclus dans v0, tel que u de x est supérieur à 0. D'accord? Donc là ça s'annule pas, et là ça s'annule pas, donc f ne va pas s'annuler. Et donc je peux prendre 1 sur f. Alors quand je prends l'inverse, ben, ça fait 1 sur f égale 1 sur g fois 1 sur u. 1 sur u, je l'appelle v. Sa limite est égale à 1, donc 1 sur f est équivalent à 1 sur g. fg de i dans R, f équivalent à g en a, limite de g égale en a égale plus l'infini. Donc en fait, on peut trouver un voisinage sur lequel f de x et g de x est positif. Alors c'est sur v0 inter i, bien sûr. Voilà. Sur v0 inter i. Et limite de f est équivalent à limite de g. Et bien on a la même chose si limite de g est égale à 0 plus. Démonstration. Donc là on exprime l'équivalence. La limite est égale à 1, donc sur un voisinage qu'on prend inclus dans v, u de x est supérieur à 1,5. La limite de g égale plus l'infini, donc sur un voisinage qu'on prend inclus dans w, g de x supérieur à 2. Et donc on a ça sur w0 inter i moins 1. Et donc comme u de x est positif, on a ça et on peut prendre le logarithme. Et on peut l'écrire comme ça en prenant wx égale 1 plus ln de u de x sur ln de g de x. Et là en bas c'est possible parce que g de x est supérieur à 2. Donc ça ne peut pas s'annuler. D'accord? Et donc limite de g de x est égale à plus l'infini. Donc limite du log aussi. Donc ça tend vers plus l'infini. Quant à u de x, sa limite c'est égal à 1, donc le ln tend vers 0. Donc ça tend vers 0, et donc w tend vers 1. Et donc, comme on a ça, on en déduit que ln de f est équivalent à ln de g en a. Idem en 0+, je vous laisse vérifier, c'est quasiment la même chose, sauf que là on a ça. Donc l'essentiel c'est d'avoir f de x positif, qui nous permet de dire ça. Avec wx est égal à ça, la limite de g est égale, alors là, le g de x, c'est pareil, hein, c'est-à-dire lui il n'est pas égal à 1 puisqu'il est inférieur à 1, voilà. G de x tend vers 0+, le ln tend vers moins l'infini, et puis ça tend vers ln de 1, donc 0. Donc, limite de w est égale à 1, d'où le résultat, puisqu'on a ça. Si f est g de i vers r, exponentielle f équivalent à exponentielle g en a, ça équivaut à dire que
La limite de f moins g en a est égale à 0, démonstration par exponentielle g, de toute façon elle est différente de 0. Donc ça équivaut à dire que la limite de ça sur ça est égale à 1. Et donc cette limite est égale à 1, ce qui équivaut à dire que la limite de f de x moins g de x en a égale 0. F, fonction polynomiale, de degré n à n différent de 0. Alors f de x est équivalent à n x puissance n. Il suffit de mettre an x puissance n en facteur en prenant x supérieur à 1, ce qui permet de diviser. Et je vois que la limite de f de x sur an x puissance n est égale à 1 parce qu'ils tendent tous vers 0, cela quand x tend vers plus l'infini. D'où le résultat. Et évidemment, c'est pareil en moins l'infini. Si f est une fonction de i vers r, a un réel appartenant à i, alors f continu en a et f de a différent de 0 implique que f de x est équivalent à f de a en a. Démonstration, g de x est égal à f de a, quel que soit g, la fonction définie comme ça. Donc g de x différent de 0, et quand on fait f de x sur g de x, sa limite c'est f de a sur f de a égale 1. Donc f est équivalent à g. Bon, ça, on le sait parce qu'on sait que sinus x sur x tend vers 1. Ça, c'est l'application du théorème sur les polynômes. Ici, on factorise les termes de plus haut degré. En haut et en bas, on simplifie. Ce truc-là, ça tend vers 1. Donc f de x est équivalent à 4x. En plus l'infini. Si alpha et bêta sont deux réels tels que alpha est inférieur à bêta, alors x puissance alpha est négligeable devant x puissance bêta en plus l'infini. Parce que si on fait x puissance alpha sur x puissance bêta, ça fait x puissance alpha moins bêta, et comme alpha moins bêta est négatif, ça tend vers 0 en plus l'infini. Si f, g et h sont trois fonctions définies sur i, que f est équivalent à g et g négligeable devant h, alors f est négligeable devant h. Si f est négligeable devant g et que g est équivalent à h, alors f est négligeable devant h. Démonstration, donc là on exprime que f et g sont équivalents, puis sur un intervalle plus petit que g est négligeable devant h, et donc sur cet intervalle, on voit qu'on a ça. Et comme la limite de u epsilon est égale à 1 fois 0 égale 0, on en déduit que f est négligeable devant h. Et puis pour l'autre, c'est pareil, on exprime que f est négligeable devant g, on exprime que g est équivalent à u, et puis on a facilement ça avec la limite égale à 0, donc f négligeable devant h. Si f est une fonction polynôme, p, donc compris entre 0 et n, a p différent de 0, alors f de x en 0 est équivalent à apxp, car f de x sur apxp, qui ne s'annule pas si x est différent de 0, est égal à 1 plus tous ces trucs-là, qui eux tendent vers 0 quand x tend vers 0, donc ça tend vers 1, de le résultat. Si f est un polynôme avec un n différent de 0, g est un autre polynôme avec bm différent de 0, alors si n est inférieur à m, f est négligeable devant g, et 2, si ap différent de 0, bp différent de 0 et que p est inférieur à q, alors en 0, parce que là c'était en plus l'infini, g est négligeable devant f. Alors le premier, donc on est en plus l'infini, f de x est équivalent en plus l'infini à nxn. Et comme n est inférieur à m, xn est négligeable devant xm. Donc anxm va être négligeable devant amxm. Donc f, comme on a ça, et que celui-là est négligeable devant amxm, celui-là va être négligeable devant amxm. Ben voilà, amxm il est équivalent à g de x. Donc f va être négligeable devant g. Et c'est bien ce qu'on voulait. Le 2, g de x est équivalent à bq xq, et bq, xq, c'est un q ça, est négligeable devant apxp, parce que q, on est en 0 là, attention, on est en 0, c'est négligeable parce que q est plus grand que p, parce que j'ai supposé q plus grand que p, voilà.
Donc, en fait, G de x, puisque lui il est négligeable devant lui, G de x va être négligeable devant APXP. Mais f de x est équivalent à APXP en 0. Donc, G de x va être négligeable devant f de x, et c'est bien ce que j'avais en 0. Si alpha et bêta sont positifs, ln de x à la puissance bêta est négligeable au voisinage de plus l'infini et négligeable par rapport à x puissance alpha. Si alpha est positif et a supérieur à 1, alors x puissance alpha est négligeable devant a puissance x au voisinage de plus l'infini. Démonstration, on a donc x qui est strictement positif, on sait que ln de x sur x à la puissance alpha sur bêta tend vers 0 en plus infini, parce que alpha sur bêta est positif. Donc quand on met ça à la puissance bêta, ça tend aussi vers 0. Et donc ça fait que ln de x à la puissance bêta sur x puissance alpha tend vers 0. Et donc on a bien ça. Pour l'autre, c'est à peu près pareil. Non, c'est pas pareil. Si x est positif, ln de x puissance alpha sur a puissance x, c'est alpha ln de x moins x ln de a. Et je factorise x. Ça tend vers 0, ça vers plus l'infini. ln de a est positif parce que a est supérieur à 1. Donc en fait, ça va tendre vers moins l'infini tout ça. Donc le log tend vers moins l'infini, et donc l'exponentielle, c'est-à-dire ça va ça va tendre vers exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire 0. Voilà. Donc la limite est bien égale à 0. Et donc ça me fait bien que x puissance alpha est négligeable devant a puissance x. Bon. Si a appartient à R, que R est supérieur à 1 et que n appartient à n, alors a puissance n est négligeable devant factoriel n. Démonstration, si on connaît les séries entières, on sait que cette série est convergente et donc son terme général tend vers 0. Et donc ça veut dire que la limite de a puissance n sur n factoriel égale 0, donc a puissance n est négligeable devant factoriel n. Si on ne connaît pas les séries, on s'inspire quand même des méthodes qu'on utilise avec les séries. Donc on prend un égale a puissance n sur n factoriel, et on voit que un plus 1 sur un, je ne vais pas détailler, ça fait an plus 1 divisé par factoriel n plus 1 divisé par ça. Bon, il va rester un a puis un n plus 1, et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc à partir d'un certain rang, un plus 1 sur un, qui est positif, est inférieur à 1 demi. Je n'ai pas rajouté, mais ça c'est positif. Et donc, pour n supérieur à grand N, un sur u grand N, je peux l'écrire un sur u n-1 fois un-1 sur un-2, etc., jusqu'à ça. Ils sont tous inférieurs à 1,5. Et il y en a n-n, donc c'est inférieur à ça. Et donc ça veut dire que un est inférieur à u grand N, multiplié par 1,5 à la puissance n-n. Comme 1,5 est inférieur à 1, ça tend vers 0. Donc ça veut dire que la limite de un en plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Et donc que cette limite est égale à 0. Je retrouve le résultat précédent. Et j'en conclus que a puissance n est négligeable devant factoriel n. Suite équivalente. De suite, on dit que U est équivalent à V. Si et seulement si U moins V est négligeable devant V. Comme pour les fonctions, on va avoir U équivalent à V si et seulement s'il existe epsilon, une suite qui tend vers 0, tel que U est égal à V facteur de 1 plus epsilon. Ça veut dire UN égale Vn facteur de 1 plus epsilon n, quel que soit n. Ce qui équivaut à dire qu'il existe une suite alpha de limite 1, tel que U égale V fois alpha. UV de suite, et on suppose qu'il existe n, tel qu'à partir du rang n, Vn est différent de 0. Alors, on peut s'intéresser à Un sur Vn, et U est équivalent à V, équivaut à dire que limite de Un sur Vn égale. UV de suite, U équivalent à V, à partir d'un certain rang, UN et Vn vont avoir le même signe. De suite, U équivalent à V, on suppose qu'à partir d'un certain rang, Vn est différent de 0. Alors, il existe un rang à partir duquel Un est différent de 0, et on a la suite 1 sur U, qui est donc définie à partir de ce rang-là, 1 sur V aussi,
Et 1 sur U est équivalent à 1 sur V. U équivalent à V est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites. Si on a 4 suites avec ça, alors on peut multiplier. Le produit est compatible avec la relation d'équivalence. UV de suite est K un entier naturel. Si U est équivalent à V, alors U puissance K est équivalent à V puissance K. U équivalent à V et limite de V égale plus infini. Alors, limite de UN, non, ln de UN, ln de Vn sont définies à partir d'un certain rang. Et ln de U est équivalent à ln de V. Idem, si à la place de ça, on a limite de V est égale à 0 plus. De suite UV, eh bien, exponentielle U est équivalent à exponentielle V si et seulement si limite de UN moins Vn est égale à 0. U, 3 suites. U équivalent à V et V négligeable devant W, alors U va être négligeable devant W. U négligeable devant V et V équivalent à W, alors U va être négligeable devant W. Voilà. Donc, je ne vais pas refaire toutes ces démonstrations puisque c'est les mêmes que celles qu'on a faites avec les fonctions. L'inégalité de Taylor-Lagrange, f une fonction du segment AB vers R de classe Cn sur AB, on suppose que la dérivée n plus 1 existe sur AB ouvert. Alors il existe C appartenant à AB ouvert tel que f de B est égal à la somme de k égale 0 à n des f km de A sur factoriel k, b moins a à la puissance k, plus f d'ordre n plus 1 en C, b moins a n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Juste une petite remarque, le premier terme de ça, c'est évidemment, alors f0im de A, bah, c'est f de A sur 1 fois 1, d'accord? Donc c'est f de A. Démonstration, c'est immédiat si n est égal à 0, parce que à ce moment-là, ça veut dire que f est de classe C0, donc continue sur AB, fermé, et que f d'ordre 1 existe sur AB ouvert. Donc on peut appliquer le théorème des accroissements finis, et donc il existe C tel que l'on est ça, c'est exactement ça. Désormais on suppose n appartenant à n étoile, f de classe Cn, fn plus 1 existe sur AB, et on définit la fonction phi par cette égalité, où lambda est un nombre réel. Alors, lambda, on ne va pas prendre n'importe quoi, on choisit lambda tel que phi de A soit égal à 0. C'est-à-dire f de B moins f de A moins somme des B moins A à la puissance K sur factoriel K f km de A moins lambda B moins A à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel égale 0. Donc on a facilement lambda. Il y a une solution unique. De plus, phi de B est égal à 0. Puisque quand on remplace ici, f de B moins f de B, et puis là, moins 0. Et phi est continu sur AB parce que f est de classe n, Cn. Donc ici, le terme de plus haut degré, si j'ose dire, c'est fnième. Et fnième est continu puisque c'est de classe Cn, d'accord? Voilà. Et puis dérivable, puisque, alors dérivable sur AB ouvert. Donc phi va être continu sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, et donc on peut appliquer le théorème de Rolle. Il existe C, tel que phi' de C égale 0. Donc ça nous donne quoi? Ça fait moins f' de C, moins somme de... Alors là, quand je dérive, ça fait moins k b moins c à la puissance k moins 1 sur factoriel k, f km de C, plus b moins c à la puissance k sur factoriel k, et là je dérive f k plus unième de C, plus lambda, alors oui, parce que je dérive ça fait un moins, avec le moins ça fait plus lambda b moins c à la puissance n, parce que je dérive ça fait n plus 1 que je simplifie d'ailleurs, je vais simplifier après. Bon, là je fais une petite translation sur cela, je pose k égale, je pose k, j égale k moins 1. Voilà. Donc ça me fait ça, d'accord? Là, parce que là, il y a une simplification, il y a k moins 1 en bas, qui devient j factoriel.
Moins par moins donne plus, donc ça fait ça. D'accord. Et puis ici, je vais avoir moins. Je vais vérifier, c'est vide. Comme c'est dans ces deux sommes, qu'est-ce qui change? Il y a le terme, tout s'en va, sauf le terme en 0 et le terme en m ici. Donc ça fait moins f' de c plus f' de c, ça c'est le terme en 0 ici, moins b moins c à la puissance n sur factoriel n, f n plus unième de c, c'est le terme en n ici, plus lambda b moins c à la puissance n sur factoriel n égale 0. Et de ça, il ressort que lambda est égal à fn plus unième de c. Donc, maintenant j'exprime phi de a égale 0. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'avais pas écrit, ça donne ça. D'accord? Et je remplace lambda par fn plus unième de c. Et bien j'obtiens la formule qu'on demandait. Voilà, égalité de Taylor-Lagrange du nom des mathématiciens Taylor et Lagrange. Alors l'inégalité de Taylor-Lagrange, mêmes hypothèses, f de classe Cn sur AB fermé, fn plus unième existe sur AB ouvert, supposons que fn plus unième soit borné sur AB ouvert. Ce qui est le cas notamment si f est de classe Cn plus 1, parce qu'à ce moment-là, fn plus unième est continue sur AB fermé, et donc elle est bornée. On a alors ça qui est inférieur ou égal à ça. Bah oui, ça vient directement. Hein. Je fais passer ça de l'autre côté, et hein, FB moins ce paquet-là, c'est inférieur ou égal à ça. Et ça, c'est borné. D'accord? Donc c'est borné par ça. Hein. Voilà. Donc on a ce résultat. Harmonique alternée. Donc on a le résultat suivant, ln de 1 plus x égale somme de 1 plus l'infini de x puissance k sur k moins 1 puissance k moins 1, quel que soit x appartenant à 0. Démonstration, on considère cette fonction qui est de classe c infinie. La première dérivée, par récurrence sur n, on a facilement ça. D'accord? Parce que quand on a ça et qu'on dérive, d'abord ça s'applique à ici et ici. Et puis d'autre part, quand on dérive ça, on trouve ça et donc c'est héréditaire. Donc ça c'est toujours vrai. Fn de 0 est égal à factoriel n moins 1 multiplié par moins 1 à la puissance n moins 1. Donc factoriel n de 0 sur factoriel n x puissance n est égal à moins 1 puissance n moins 1 sur n xn. Taylor-Lagrange avec a égale 0, b mon égale x appartenant à 0, 1. F de x est donc égal à ça, plus, plus f n plus unième en cx, alors lui ça va me donner ça, c'est n plus unième, hein, donc je remplace ici n par n plus 1, hein, plus cx à la puissance n plus 1, xn plus 1 sur factoriel n plus 1 avec cx appartenant à 0x. Donc j'obtiens que f de x, c'est-à-dire ça, moins ça, est égal à valeur absolue de ça, donc ça me fait, là ça se simplifie, 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 sur 1 plus cx à la puissance n plus 1 qui est inférieur, bah ça c'est inférieur à 1, et puis ça c'est supérieur à 1, donc ça va être inférieur à ça, c'est-à-dire à 1 sur n plus 1. Et donc comme 1 sur n plus 1, j'aurais pu le marquer tend vers 0 quand n tend vers plus, ah ben je l'ai marqué d'ailleurs, quand n tend vers plus l'infini, eh bien on en déduit que cette série-là est convergente et qu'elle converge vers ln de 1 plus x. Et donc somme de ça est égale à ln de 1 plus x. Alors pour x égale 1, eh bien j'obtiens la série alternée. C'est-à-dire somme de 1 plus l'infini, moins 1 puissance k moins 1 sur k est égale à ln de 2. Ou encore somme de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k sur k plus 1 égale ln de 2. De la même façon, on peut étudier f de x égale ln de 1 moins x sur 0, 1 demi. Donc c'est pareil, on calcule les premières dérivées, et puis une récurrence facile nous montre que fn est égal à ça. On applique Taylor-Lagrange avec a égale 0, b égale x, appartenant à 0, 1 demi. Et on a f de x qui est égal à f de 0, plus ça, d'accord. Voilà. Alors le f km de 0 est égal à ça, et donc ça nous fait ça. Alors là, comment on va majorer? D'abord on simplifie, hein. Et puis on dit que le x est inférieur à 1,5, donc ça fait 1,5 à la puissance n plus 1,
Puis là, le 1 moins cx, ben, en fait, il est plus grand que 1,5. Donc ça va faire aussi, ça va être inférieur ou égal à ça, c'est-à-dire à 1 sur n plus 1 qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc là, on a cette série-là qui converge vers moins ln de 1 moins x. Voilà. Ou encore, ln de 1 moins x égale moins somme de 1 à plus l'infini de xk sur k. Pour x égale 2, bah, pour x égale 2, ça fait ln de 1,5, c'est-à-dire moins ln de 2, qui est égal à moins somme des 1 sur 2 puissance k multiplié par k. Et donc ça fait que somme de 1 sur k de puissance k est égal à ln de 2. Voilà. Alors ça converge plus vite vers ln de 2 que ça. Parce qu'en dessous, ici, là, c'est très rapide. D'accord. Un autre développement en série maintenant, avec cette fonction-là, que je limite volontairement définie sur le segment 0, 1,5, puisque par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc f de x est égal à ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x. Ln de 1 plus x se développe comme ça, ln de 1 moins x comme ça, on l'a vu. Et donc f de x est égal à ça pour x appartenant à 0, 1,5. Et comme les termes en x puissance paire se suppriment, il reste ceux en x puissance impaire. Et donc j'ai facilement ça. Et je constate que f de 1 tiers, alors 1 tiers est bien entre 0 et 1,5, est égal à 2 fois 1 sur 3 à la puissance de k plus 1 de k plus 1. Et donc f de 1 tiers, bah, si je le calcule, ça fait ln de 4 tiers sur 2 tiers, c'est-à-dire ln de 2. Donc j'ai ln de 2 qui est égal à ça. Donc j'ai obtenu 3 développements de ln de 2, celui-là, celui-là et celui-là. Alors celui-là c'est le moins rapide, au sens où quand on calcule ça, ça met du temps à arriver, enfin ça n'arrive pas à ln de 2, mais à se rapprocher de ln de 2. Là c'est plus rapide, là c'est plus rapide. Et je vais vous montrer pourquoi. Pour la première, on a cet encadrement parce que c'est une série alternée. Et 1 sur n plus 1, ça tend vers 0, hein, mais c'est assez lent. Pour la deuxième, je peux dire que le reste, bon, c'est ça évidemment. 1 sur k, ben, ça va être inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Et puis là, si je mets le 1 sur 2 à la puissance n plus 1 en vecteur, je vais avoir ça. Donc ça va me faire ça, c'est-à-dire, oui, j'aurais pu simplifier les deux, mais ça n'a aucune importance. Ce que je vois, c'est que ça tend vers 0 rapidement à cause de celui-là. Et maintenant, je passe au troisième, d'accord? Donc, je fais la même chose que là, hein, donc ça me fait quelque chose comme ça. Sauf que là, cette somme, elle fait ça. Donc ça fait 9 huitièmes. Il y a un 9 que je simplifie avec ça. Et donc ça fait ça. Mais j'ai oublié quand même un 8 quelque part. Voilà. Et le voilà ce 8. Alors ce 8, ceci dit, le 8, oui c'est ça. Voilà. Eh bien ce truc-là, évidemment, ça tend rapidement vers 0. Parce que ici c'est beaucoup plus grand encore que ici. Enfin, c'est plus grand que ici. D'accord? Voilà. Donc, voilà, c'était deux petits mots pour dire que cette suite, là, la convergence était plus rapide que là et plus rapide que là. Alors, remarque, il y a d'autres méthodes pour développer ln de 1 plus x, ln de 1 moins x, ln de 1 plus x sur 1 moins x. En série entière, on fera ça dans le chapitre sur les séries entières. Et on montrera qu'elles sont développables pour valeur absolue de x inférieure à 1. Et que les développements sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés ici. Un autre exemple de développement en série entière, c'est avec la fonction exponentielle de x, qui est de place c infinie, et toutes les dérivées sont égales à exponentielle de x, et donc en particulier, en 0, ça fait 1. Donc j'ai ça. Donc cette différence va être égale, d'après le théorème de Lagrange. Donc oui, alors d'après le théorème de Taylor-Lagrange, j'ai ça, d'accord. Et donc quand je fais passer de l'autre côté, ça fait exponentielle de cx sur factoriel n plus 1, x à la puissance n plus 1, où cx appartient à 0x. Alors si je prends x, un a, puis x entre 0 et a, eh bien je vais même majorer ça par a à la puissance n plus 1, d'accord. Et ça par exponentielle de a.
Et ça, je sais que, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, que ça tend vers 0. D'accord? Donc en fait, j'ai bien une convergence uniforme hein, de cette série-là vers la fonction exponentielle. Alors là, j'ai pris sur 0a. Mais comme on peut faire tendre a vers plus l'infini, en fait, la convergence simple, je l'ai sur toute R. Marque le théorème des accroissements finis. Alors je mets pas les hypothèses. Hein. S'écrivait comme ça, où C appartenait à AB. Reste vrai si B est inférieur à A. On aura évidemment ça. En effet, sa démonstration n'utilise que le théorème de Rolle, et lui, Rolle, on comprend bien que si B est inférieur à A, ça ne change rien du tout. Puisque Rolle, lui, il dit simplement qu'il existe le C qui appartient au segment. L'égalité de Taylor-Lagrange reste vraie si B est inférieur à A. Parce que sa démonstration n'utilise que le théorème des accroissements finis. Et je viens de dire que lui était vrai si B est inférieur à A. L'inégalité de Taylor-Lagrange est donc comme ça. Elle est obtenue à partir de l'égalité de Taylor-Lagrange. C'est-à-dire on fait passer ça de côté, puis ensuite on prend la valeur absolue. Alors évidemment, quand A était inférieur à B, la valeur absolue c'était ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de valeur absolue ici. Mais là maintenant, si B est inférieur à A, il faut en mettre. Hein. Donc à ce moment-là, ça devient ça. D'accord? Et donc ça c'est l'inégalité de Taylor-Lagrange la plus générale. C'est-à-dire qu'il est vrai si A est inférieur à B, ou si A est supérieur à B. Si f est une fonction de AB vers E, espace vectoriel normé de dimension D supérieure à 1, alors le théorème de Rolle, l'égalité des accroissements finis, et celle de Taylor-Lagrange sont fausses, en général. Justification, f est comme ça, dans une base de l'espace, on rappelle que f est continu sur AB si et seulement si chaque composante est continue, dérivable sur AB si et seulement si chaque composante est continue. Et dans ce cas-là, la dérivée est comme ça. Supposons f de b égale f de a. Donc, on aura ça pour chaque cas. Donc, on peut appliquer Rolle à chacune des applications, des fonctions. Et donc, il existe ck appartenant à b, vérifiant f'(k) en ck est égal à 0. Mais les ck peuvent être différents les uns des autres. Il se peut qu'il n'existe pas de c appartenant à b tel que... Parce que il faudra avoir f' de c égale 0, c'est-à-dire f' k de c égale 0, quel que soit k égale 1 à d. Alors ça, c'est pas certain. Exemple, on prend cette fonction, on est dans R2, là, de classe C infinie, et f de 1 est évidemment égal à f de 0. f' de x, c'est 2x, ça, si je développe, c'est x2 moins x, ça fait 2x moins 1, ça c'est x au cube moins x2, donc si je dérive, ça fait ça. Existe-t-il C tel que f' de C égale 0? Il faudra avoir ça égale 0, ça fait x égale 1,5, ou ça égale 0. Là, je le factorise par x, qui peut donc être nul. Et sinon, c'est 3x moins 2, ça fait x égale 2 tiers. Bon, ben, je vois bien que j'ai pas ça, donc c'est impossible. Par contre, si f est de classe Cn sur AB et que fn plus unième existe sur AB ouvert et est borné, là alors, on a une inégalité de Taylor-Lagrange. C'est-à-dire quoi? On va pouvoir avoir une majoration de ça. Hein. En effet, fn plus 1 existe et est borné. Fn plus 1 existe et est borné. Donc chaque fk, fn plus 1 de fk va être, dérivé n plus 1 de fk va être borné. Donc on a lambda k et on peut appliquer Taylor-Lagrange à chaque composante. Donc ça va nous faire ça. On choisit sur E la norme du sup, et donc à ce moment-là, la norme de ça, puisque j'ai ça pour chaque composante, ça va être inférieur ou égal à un certain lambda, fois b moins a à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, prenant lambda égale le sup des lambda k. Et donc on a bien une majoration comme ça qu'on peut appeler une inégalité de Taylor-Lagrange.